Merci. Alors, je vous demande de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 28 mars. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V549-01. Point numéro 5, administration. 5.1, demande d'aide financière au programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales de matière d'activité physique et de plein air pour le projet de PONTRAC. 5.2, engagement de la Ville à participer au programme de supplément au loyer pour le projet du 213 rue Notre-Dame. 5.3, approbation des règlements généraux du hockey mineur Diablos de Donnacona-Pont-Rouge. 5.4, demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Pont-Neuf pour le projet d'escalier reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Vosges. 5.5, demande d'aide financière au programme de fonds pour le transport actif d'Infrastructure Canada pour le projet d'escalier reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Vosges. Point numéro 6, législation et grève. 6.1, adoption du règlement V549-01, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration d'architecture, architecturale numéro V549, afin d'assujettir au règlement des bâtiments d'intérêt patrimonial et de bonifier les critères d'application aux espaces commerciaux. 6.2, avis de modification, avis de motion et de dépôt du projet de règlement concernant la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. 6.3, avis de motion et de dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt afin de financer les dépenses nécessaires à l'établissement des plans et devis du projet contrôle des ouvrages de surface, gestion des débordements. 6.4, fermeture de dossier de la Cour municipale. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, droit du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif aux travaux de réfection et des infrastructures municipales des avenues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon, ainsi que la rue Boisville. 7.2, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la construction d'un bassin de rétention souterrain dans le parc Jean-Baptiste-Marc. 7.3, octroi du mandat de service professionnel en équipe intégrée pluridisciplinaire relatif à la construction d'une nouvelle caserne pour le service de sécurité d'incendie. 7.4, approbation de directives de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, réfection et prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1, imposition d'une mesure disciplinaire. 9.2, embauche d'une surveillante à l'entrée de la bibliothèque. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, Journée internationale de l'homophobie et de transphobie. 10.2, remerciement à Mme Hélène Martel pour son travail à la bibliothèque municipale de Donnacona. 10.3, autorisation de M. Jean-Claude Léveillé pour représenter la ville de Donnacona à Jarnac dans le cadre du jumelage Donnacona-Jarnac et d'effectuer des dépenses à cette fin. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Sous le secrétaire général, sur la nouvelle. Donc, vous n'avez pas d'affaires nouvelles de mon côté? C'est ingénieur. Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Conseiller. Oui, Mme Michel. Ce serait pour des félicitations pour Mme Métivier et le reste de l'équipe pour l'organisation de la présentation aux employés, puis du déjeuner des gens là-bas, puis aux deux animateurs, M. Léveillé et M. Jeannot. Ces deux événements-là aussi.
Moi, de mon côté, j'aimerais souligner la belle initiative d'un jeune de Donnacona qui a ramassé des médicaments pour la guerre. Maxime Raymond. De mon côté, je voudrais féliciter le comité organisateur de la Foire du Golfe, la première édition. Je suis allée, moi, samedi. J'ai eu de très bons commentaires à la fois de l'organisatrice, ma collègue Mme Lambert, des gens qui étaient là. Et je pense qu'au niveau du club de golf, la volonté, c'est que ce soit une activité qui soit récurrente, en tout cas dépendamment là, de la volonté du comité organisateur. Merci. Point numéro 13. Dépôt des documents 13.1. Dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2021. 13.2. Dépôt d'un rapport de vérification de la Commission municipale du Québec. Et point numéro 14. Levée de la service. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Nous n'avons personne dans la salle. Est-ce que nous avons des questions? On en a reçu. Oui. Oui, on a reçu une question par courriel. Les gens avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui. Donc, la question provient de M. Jean-Guy Barbeau qui demeure sur la route 138 à Donnacona. Sa question, le titre, c'est Caserne du service incendie. Il indique 4,3 millions pour Saint-Raymond en 2019 pour une population de 13 000 citoyens. 4,5 millions pour Pont-Rouge en 2021 pour 10 000 citoyens. Pour Donnacona, un estimé de 7,45 millions pour 7 500 citoyens en 2023. Pourquoi un tel écart de prix? Donc, on est en mesure de pouvoir répondre à la question de M. Barbeau. En fait, afin de comparer des pommes avec des pommes, les chiffres, on est allé valider aujourd'hui l'ouverture des appels d'offres du côté de Pont-Rouge et Saint-Raymond. Saint-Raymond, bon, évidemment, on recule en 2000. L'appel d'offres a été lancé en 2018 et c'était pour un garage municipal et une caserne incendie. Donc, mais la partie caserne incendie était autour de 4,5 millions avant taxe. Donc, le projet de Pont-Rouge, lui, on a vraiment l'appel d'offres, je l'ai sous les yeux, c'est la compagnie Construction M qui l'ont eu à 4,5 millions avant taxe, ce qui donne, lorsqu'on compare avec les taxes nettes comme nous, lorsqu'on inclut nos projets dans le PTI, c'est toujours avec la taxe nette. Donc, c'est un projet pour la caserne de Pont-Rouge qui a été fait en 2020 à 4,8 millions. Nous, notre projet à 7,45 millions, bien, ça comprend les services professionnels, ça comprend les études géotechniques, les études environnementales, ça comprend les relevés topographiques, ça comprend le programme fonctionnel et technique qu'on a fait en amont du projet. Ça comprend également une bonne somme pour la décontamination du site, le contrôle qualitatif, la surveillance des travaux. Et si on ne prend uniquement que le coût de construction, le projet qu'on a estimé en 2023, c'est un projet évalué à 5 925 000 plus taxes. Donc, 4,5 millions en 2020 à Pont-Rouge, 2023. Donc, c'est pas 4 ans plus tard en fonction de l'ouverture des soumissions, 5,9 millions plus taxes, mais en incluant un 15 de frais de contingence dans l'estimé de 5,9 millions. On comprend, c'est une estimation. Ce soir, vous allez d'octroyer le contrat à la firme pour l'équipe intégrée de services professionnels et ce qui peut peut-être, on peut rajouter comme information, tout à l'heure, la résolution, la firme ayant obtenu le meilleur pointage, c'est la même firme en équipe intégrée qui a fait le projet du côté de Saint-Raymond.
Donc, c'est avec toujours cette volonté-là, mais sachant également que ce qu'on connaît depuis, entre autres, l'année passée, l'augmentation des coûts de matériaux, lorsqu'on a planifié le PTI en novembre, bien évidemment, en sachant que c'est un projet qui est conditionnel à l'obtention d'une aide financière, mais également que c'est un projet qui allait se réaliser vraisemblablement en 2023. Donc, on a prévu des montants d'indexation en fonction du coût de la vie également. Là. Donc, ça explique, là, je vous dirais, l'ensemble de ces facteurs explique la différence de coût. Alors, passer au point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique, 4.1. Vous avez vu une consultation, projet de règlement numéro V559-01. La présentation va être faite par M. Fillon, directeur de l'urbanisme. Donc, pour les biens de la séance, je vais maintenant partager l'écran. Donc, M. Fillon, quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir partager votre écran et justement qu'on puisse voir le contenu de votre présentation. Parfait. Donc, bonsoir et bienvenue à l'Assemblée de consultation du projet de règlement V549. Excusez-moi, je vais vous partager mon écran, puis j'ai un écho dans le son. Je ne sais pas si c'est normal, mais je vais m'entendre systématiquement tout au long de la présentation. Hein. Non, mais Je vais continuer, puis je vous dirai si ça fonctionne bien. Donc, comme je le disais, bienvenue à l'Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement V549-01, donc qui modifie le règlement sur les PIA, donc le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro V549. Pour ceux qui sont moins familiers avec le PIA, en fait, ce n'est pas un règlement normatif, c'est un règlement qualitatif, donc qui est basé sur des critères et des objectifs et non pas des normes obligatoires. Hein. Et il est utilisé dans différents secteurs de la ville pour analyser de façon qualitative des projets qui sont soumis à la ville pour pouvoir les bonifier et s'assurer que c'est fait en harmonie avec le milieu et le cadre bâti. Donc, le projet a été adopté le 28 février. Ce soir, on adopterait le projet final, dans le fond, en date du 28 mars. Le projet de règlement s'intitule, bon, évidemment, le règlement modifiant le règlement relatif au PIA est adopté afin d'assujettir au règlement les bâtiments d'intérêt patrimonial hein, et de bonifier les critères applicables aux espaces commerciaux, donc essentiellement le secteur de l'entrée de la ville où il y a aussi un secteur du PIA qui est applicable. Donc, les buts du règlement, les principaux buts, le premier, c'est le principal pourquoi on a adopté le règlement, c'était d'assujettir tous les bâtiments ayant un intérêt patrimonial et qui sont répertoriés dans l'inventaire du patrimoine bâti Portnevoix de la MRC, qui ne sont pas déjà compris dans des secteurs d'application du règlement. Les secteurs existants sont le Vieux-Donnacona, le quartier des Anglais, le secteur des Écureuils et les espaces commerciaux à l'entrée de la ville, où il y a déjà un PIA d'implanter. Et là, on vient prendre les petits bâtiments à gauche et à droite sur l'ensemble du territoire qui ne sont pas dans ces secteurs-là pour les assujettir individuellement au règlement. On assujettit aussi les terrasses commerciales dans le secteur de l'entrée de la ville, donc des espaces commerciaux au règlement sur les PIA pour mieux contrôler leur implantation. Et on vient bonifier quelques critères en lien avec les aménagements extérieurs dans le secteur, encore une fois, de l'entrée de la ville. Donc, il y a une dizaine de modifications d'apporter au projet de règlement. Je vais les défiler une après l'autre. Donc, on ajoute à la fin du deuxième alinéa de la section 1.2, donc qui définit le but du règlement lui-même, une parenthèse ou un paragraphe justement sur le fait qu'on ajoute les bâtiments patrimoniaux qui sont non assujettis présentement dans le règlement dans les secteurs ciblés. On les assujettit maintenant au règlement, donc on vient ajouter cette mention-là dans la définition du but du règlement. Ensuite, à la fin du paragraphe 6 de la section 3.3, qui énumère les travaux et interventions assujettis à l'intérieur des différents secteurs de la ville, on vient spécifier que dans les espaces commerciaux, la réfection d'une aire de stationnement sur plus de 50 de sa superficie est également assujettie au présent règlement. Donc, on avait parfois des interventions sur des stationnements. Lorsque les bâtiments sont neufs, on pouvait se prononcer pour s'assurer qu'il y a des intégrations adéquates au niveau de la végétation, du mobilier, des aménagements, etc. Mais par contre, après ça, on ne pouvait plus rien faire. Donc là, on s'était dit que lorsque quelqu'un ou une entreprise ou un commerce, finalement, refaisait son stationnement à plus de 50 de sa superficie,
c'était un bon moment finalement pour possiblement intégrer des éléments plus intéressants et donc faire soumettre le projet au CCU et au conseil municipal. Le tableau 3.1, le tableau principal du règlement, en fait, qui vient spécifier en synthèse les travaux et interventions qui sont assujettis au règlement et modifiés pour intégrer dans quelques cases un X pour justement venir dire, comme le dit le paragraphe numéro 1, qu'entre autres, les espaces commerciaux sont maintenant assujettis à soumettre leur projet d'aménagement d'une terrasse commerciale. Je vais vous montrer le tableau. En fait, c'est plus parlant, donc je vais aller à la page directement suivante. C'est ce tableau aussi qui est modifié dans le règlement et on voit là en plein centre, j'ai mis en rouge les deux X qui sont ajoutés. Donc, on vient assujettir dans le secteur de l'entrée de la ville les aires de stationnement et les voies d'accès au PIA et on vient aussi assujettir l'aménagement d'une terrasse commerciale pour s'assurer, encore une fois, qu'on puisse se prononcer et s'assurer qu'elle soit faite de façon intéressante et harmonieuse avec le milieu environnant. On vient aussi ajouter une note à la fin, donc on vient dire le petit 2 au-dessus du X, que dans un cadre de projet de construction d'un nouveau bâtiment principal et lors de la réfection d'une aire de stationnement sur plus de 50 de sa superficie, le projet est alors assujetti au règlement sur les PIA. Ensuite, en quatrième modification, on vient ajouter l'alinéa suivant à la suite du quatrième paragraphe du premier alinéa de la section 3.4. Donc, à la fin ici, vous voyez donc, les bâtiments figurant dans l'inventaire du patrimoine bâti Port-Neuf réalisé par la firme Patriarche en 2013. Là, je ne le lirai pas au complet, mais c'est vraiment juste pour venir dire finalement que les bâtiments figurant dans l'inventaire patrimoniaux sont maintenant assujettis. Ça va revenir à quelques reprises parce qu'il fallait modifier le règlement à quelques endroits là, pour que ça soit toujours pris en compte. Et on vient spécifier aussi à la fin, en disant qu'on modifie le tableau que je viens de vous présenter, qu'on ajoute aussi les interventions qui seront contrôlées par le règlement sur les PIA. Dans ce secteur, pas dans ce secteur, mais pour les bâtiments patrimoniaux qui sont un peu répartis partout sur le territoire. Hein, et on utilise à ce moment-là les mêmes critères que le secteur historique de les écureuils. Donc, les travaux assujettis sont principalement les travaux relatifs à l'agrandissement, à la transformation, à la rénovation du bâtiment, et lorsque des modifications sont apportées à l'extérieur de celui-ci. Les travaux d'entretien, évidemment, comme même pour les permis, de façon générale, dépendant de la valeur, ne sont pas assujettis au règlement sur les PIA, donc travaux de peinture, comme matage de briques, changer une planche ici et là, donc des petits travaux, évidemment, d'entretien ou les travaux d'urgence sont soustraits, évidemment, là, du présent projet de règlement. On assujettit aussi la démolition ou le déplacement d'un bâtiment. Il faut dire aussi que depuis l'entrée en vigueur d'un nouveau projet de loi au niveau du gouvernement, toute démolition d'un bâtiment datant d'avant 1940 est maintenant assujetti à une autorisation ministérielle. Donc, ça complique encore un petit peu les choses, mais au niveau du PIA, toute démolition dans ces secteurs-là et les bâtiments patrimoniaux sont assujettis au règlement. Donc, ça, c'est le tableau ici que vous avez devant vous, qui est le tableau élaboré par la MRC dans l'inventaire Port-Neuf des bâtiments patrimoniaux ou des biens patrimoniaux. Et vous voyez, là, ceux qui sont en rouge, si vous voyez bien, ce sont ceux qu'on ajoute qui sont répartis ailleurs sur le territoire que dans les secteurs déjà ciblés par le règlement sur les PIA, qui vont maintenant être assujettis au règlement. Donc, on avait 60 bâtiments sur notre territoire qui sont répertoriés dans l'inventaire patrimonial et on en ajoute 28 de cette façon-là. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient patrimoniaux, mais qui finalement, on n'avait pas de contrôle sur les interventions qui étaient faites dessus. Donc, c'est une façon à la fois de venir contrôler un peu notre patrimoine, de le protéger, mais aussi de pouvoir permettre à ces bâtiments-là d'obtenir, par exemple, des aides financières à la MRC. Lorsqu'ils sont soumis à un PIA, les bâtiments ont le droit et sont admissibles à des aides potentielles, soit au niveau régional ou même provincial. Donc, la cinquième modification, on ajoute au deuxième paragraphe de l'article 4.1.2.5 qui indique les informations et documents requis lorsque les gens font une demande de permis en lien avec un PIA pour des travaux d'aménagement extérieur. On vient, dans le fond, préciser que des travaux d'aménagement extérieur réalisés dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment principal ou la réfection d'une aire de stationnement dans le secteur des espaces commerciaux, un plan détaillé des aménagements projetés doit être réalisé par un professionnel et illustrer les éléments suivants. Donc, les aires de stationnement, les allées d'accès, les trottoirs, donc les aménagements en lien avec le stationnement lui-même, les aires de chargement et de déchargement, les aménagements paysagers et les îlots de verdure, les équipements extérieurs et mobilier urbain, les revêtements de sol et les types de végétaux utilisés, les aménagements prévus pour assurer le drainage et d'autres surfaces. Donc, c'est un peu ce qu'on va demander lorsque les gens vont faire un nouveau stationnement ou vont refaire un stationnement à plus de 50 de sa superficie.
pour s'assurer justement là, que ce soit, puis vous allez voir plus loin, on parle des objectifs derrière ces exigences-là. Donc, l'article 4.1.2.6, deuxième paragraphe, qui indique encore une fois les documents requis dans le plan exigé pour l'aménagement d'une terrasse commerciale, dans ce cas-ci dans le secteur des espaces commerciaux. Donc, c'est un plan à l'échelle de la terrasse projetée sur lequel on peut retrouver sa localisation ainsi que sa distance par rapport aux limites de terrain, à l'emprise du chemin public, aux aires de stationnement et aux trottoirs, ses dimensions, sa superficie et son élévation par rapport au sol, les accès à la terrasse, les hauteurs de garde-corps ou de l'enceinte délimitant le pourtour de la terrasse, les matériaux utilisés pour sa conception, le nombre de places et de tables, les aménagements et les équipements connexes à la terrasse, donc aménagement paysager, éclairage, mobilier, auvent. En réalité, ce qu'on veut, c'est comprendre où elle est, comment elle est faite, puis est-ce que les aménagements qui y sont intégrés sont intéressants puis s'intègrent bien là, au milieu environnant. Septième modification, pardon, l'article 5.4.3.2 qui énonce les objectifs et critères associés aux aménagements extérieurs dans le secteur des espaces commerciaux. Donc là, on n'est pas sur les terrasses, on est vraiment sur les aménagements extérieurs. On vient bonifier le premier paragraphe des objectifs visés et on ajoute un second paragraphe. La bonification qu'on fait, c'est qu'on vient préciser que la végétation doit prendre une place importante dans le cadre de la planification des espaces extérieurs, afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement visuel et rendre ces espaces attrayants pour les utilisateurs. Et on ajoute le paragraphe en lien avec les stationnements, disant « Les aires de stationnement doivent être sécuritaires et fonctionnelles, agrémentées de verdure pour briser leur monotonie et conçues de manière à favoriser la lutte aux îlots de chaleur et à assurer une gestion efficace des eaux de ruissellement. » Donc, on est un peu, je dirais, dans des thèmes très actuels au niveau du développement durable puis de la gestion des eaux pluviales de façon responsable, si on veut. Donc, c'est vraiment des ajouts qu'on fait. Encore une fois, ce ne sont pas des normes, ce sont vraiment des critères d'analyse. Donc, un projet peut en contenir, peut ne pas en contenir. Après ça, il reste au CCU et au conseil de juger de la qualité du projet qui est présenté. Donc, la suite de la septième modification, donc on vient aussi ajouter donc l'aménagement des espaces extérieurs est planifié de manière à maximiser la présence de végétation sur le terrain et à prévoir des aires de repos ou une aire de repos là, pour les utilisateurs. Les espaces libres doivent être agrémentés d'aménagements paysagers. Donc, ce qu'on vient ajouter ici, c'est afin de mettre en valeur le bâtiment et à contribuer à l'embellissement du milieu. La profondeur de cet espace devrait être modulée selon la taille du bâtiment et du type d'usage. Donc, évidemment, selon le genre de projet, ça peut être très important comme un peu moins. C'est toujours, encore une fois, qualitatif et adapté à chaque projet qui est soumis. Les deux autres paragraphes, je les ai mis, mais sont déjà existants dans le règlement, donc il n'y avait pas de modification à cet endroit. Ensuite, au troisième paragraphe ou troisième section pardon, de cet article-là, on vient ajouter 4 sous-titres pour venir vraiment bien distinguer, faciliter le travail et l'analyse des membres du CCU et du Conseil pour distinguer les thèmes qu'on retrouve dans les critères d'évaluation relatifs aux aires de stationnement et aux allées d'accès. On ajoute le sous-titre « Critères visant à assurer la fonctionnalité et la sécurité des aires de stationnement ». Donc, et on ajoute un critère qui est les espaces devraient être prévus pour le stationnement des vélos et l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Donc, encore une fois, ce n'est pas une norme, mais les projets qui n'en soumettront pas pourraient faire l'objet de conditions ou de recommandations ou les projets qui vont le soumettre bien, seront conformes à ce moment-là au règlement sur les PIA. Donc, on tente de plus en plus de suggérer aux gens, d'amener les gens à prévoir des espaces pour les vélos et éventuellement des bornes de recharge pour les véhicules électriques. On ajoute un deuxième sous-titre, critères visant à minimiser l'impact visuel des aires de stationnement. Donc, il n'y a pas de nouveaux critères. Les critères qui étaient déjà présents dans cette section-là étaient suffisants, mais on est venu les catégoriser là, par sous-titre, comme je le disais. On ajoute le sous-titre critères visant à contrer les îlots de chaleur. Donc, une nouvelle thématique là, qui, depuis quelques années, est populaire puis est importante aussi en réalité. Là. On voit des très beaux exemples de nouveaux stationnements qui favorisent énormément la réduction des îlots de chaleur. Je dirais des espaces pour les gens, et non pas juste pour les véhicules, du gazon, etc. Donc, on a quelques critères qui sont ajoutés. Donc, les grandes surfaces de stationnement devraient être morcelées par des îlots de verdure composés d'arbres à grand déploiement, un peu comme quand on voit des îlots en béton avec du gazon au centre. Mais au lieu de les faire en béton, justement, sauf quand c'est des trottoirs, évidemment, on peut les remplir de verdure avec des arbres, du gazon, des arbres, etc., qui assureront une grande couverture au-dessus de l'espace de stationnement lorsqu'ils seront devenus à maturité, ainsi qu'une végétation dense à la base de ces arbres.
Les îlots de verdure devraient être composés d'une mixité de végétaux, arbustes, plantes, vivaces, graminées, rustiques et nécessitant peu d'entretien. L'utilisation de la pelouse n'est pas conseillée puisqu'elle nécessite un entretien régulier et s'avère moins efficace pour la rétention des eaux pluviales. Les îlots de verdure doivent posséder des dimensions suffisantes pour favoriser le développement du système racinaire des arbres et des végétaux, favoriser leur croissance, assurer leur longévité et prévenir la sécheresse du sol. La superficie allouée aux allées d'accès et à l'aire de stationnement devrait être réduite au minimum, notamment en prévoyant des cases de stationnement de moins grande dimension destinées aux petits véhicules. Donc, de favoriser une utilisation optimale du terrain pour redonner un peu justement aux utilisateurs et non pas seulement aux véhicules, tout en donnant le minimum requis là, pour évidemment le commerce ou l'usage qui est fait sur le terrain. L'utilisation de revêtements de sol de couleur pâle devrait être envisagée lors de la conception de l'aire de stationnement. Donc, on voit ça de plus en plus dans les régions chaudes, entre autres aux États-Unis. Il y a même des asphaltes qui sont peints blanches, un peu comme au quai, entre autres, qu'on a fait il y a 2 ans. Mais vraiment des stationnements entiers ou même des rues qui sont peintes de plus pâles, justement pour diminuer l'absorption du sol de la chaleur, puis finalement diminuer ces îlots de chaleur. On ajoute finalement le dernier critère relatif à la gestion des eaux de ruissellement. Donc, des aménagements doivent être prévus pour réduire la quantité d'eau pluviale rejetée dans le réseau d'égout municipal et favoriser l'infiltration des eaux pluviales dans le sol. Les eaux de ruissellement devraient notamment être dirigées en périphérie de l'aire de stationnement, soit vers un fossé engazonné, un bassin de rétention, une bande filtrante ou une noue drainante, végétalisée, aménagée à même un îlot de verdure. Les espaces imperméables, quant à eux, des aires de stationnement devraient être réduites en privilégiant l'utilisation de recouvrements perméables ou poreux, asphalte ou béton poreux, pavés de béton perméable, pavés alvéolés, etc., à certains endroits, comme par exemple pour les allées de circulation piétonne. On en voit de plus en plus, pas encore très fréquent, mais je pense qu'il y a une certaine tendance et un certain intérêt à aller vers ce genre de matériaux-là là, pour les stationnements. 8e modification, on ajoute à la section 5.4 applicable aux espaces commerciaux un nouvel article 5.4.3.4 qui énonce les critères et objectifs associés aux terrasses commerciales. Donc là, on a vraiment un article complet qui vient vraiment viser l'aménagement des terrasses commerciales. Donc, officiellement, l'objectif de cette nouvelle section, c'est que les terrasses soient aménagées en complément d'un bâtiment d'établissement commercial, devraient s'intégrer harmonieusement dans leur environnement immédiat, être attrayantes et conçues pour assurer la sécurité des usagers. Les quelques critères relatifs à l'aménagement des terrasses commerciales, donc l'emplacement. La terrasse doit être attenante au bâtiment principal où s'exerce l'activité commerciale à laquelle elle est rattachée. Elle doit favorablement être adjacente à une rue ou à une aire de stationnement ou à l'aire de stationnement plutôt de l'établissement commercial et être située en façade du bâtiment principal auquel elle est reliée. À moins qu'il soit démontré que l'espace ne soit pas disponible en façade du bâtiment, la terrasse doit être localisée à une distance suffisante d'une autre terrasse commerciale ou des bâtiments principaux voisins, plus particulièrement des bâtiments résidentiels, de façon à réduire au maximum les inconvénients ou les nuisances pour le voisinage et la clientèle des établissements commerciaux à proximité, tels que le bruit, les odeurs, la lumière, etc. Donc, on se doute que très souvent, les terrasses commerciales, ça apporte un certain lot de désagréments, donc pour justement limiter ces nuisances-là, qui parfois sont incompatibles entre 2 usages voisins, même si c'est des fois 2 restaurants ou 2 commerces. On tente là, de travailler à amener à l'aménagement de ces terrasses-là de façon adéquate, autant au niveau de leur emplacement, de leurs aménagements, puis de leur conception. L'emplacement et les dimensions de la terrasse ne doivent pas gêner la circulation automobile ou piétonnière, ça c'est assez évident. Donc, c'est un peu tous des critères là, qui font partie de l'analyse que le CCU conseil devront faire. On dit aussi que le périmètre de la terrasse doit être délimité au moyen d'un garde-corps ou d'une enceinte ornementale telle qu'une clôture, une haie, un muret, des bacs de plantation, etc. La terrasse doit être conçue avec des matériaux et des couleurs qui s'agencent avec le bâtiment principal. La terrasse est agrémentée d'éléments décoratifs attrayants, contribuant à créer une ambiance conviviale à ses usagers, et le mobilier de la terrasse doit être esthétique, durable et solide de façon à éviter qu'il soit renversé par le vent. De manière générale, on a l'impression qu'il y a beaucoup de critères, mais la plupart des terrasses qui nous sont soumises, généralement qu'un bâtiment neuf ou même une rénovation, présentent presque déjà tous ces éléments-là parce que les gens veulent faire de quoi de bien, ils veulent faire de quoi d'agréable. Pour avoir un permis d'alcool, entre autres, il faut absolument que la terrasse soit clôturée de toute façon. Donc, c'est généralement des éléments qui sont tous déjà là, mais ça permet au moins de s'en assurer en passant le projet ou les projets qui nous sont soumis par la voie du PIA, du CCU et du conseil municipal. Donc, pour terminer, les derniers critères, les abris, les auvents et marquises installés au-dessus d'une terrasse pour protéger la clientèle des intempéries doivent être de couleur sobre et conçus de manière à ne pas faire saillie au-dessus de l'emprise publique, là, ça va de soi, ou d'une aire de stationnement afin d'éviter l'écoulement des eaux de pluie à ces endroits. Donc, pour ne pas arroser évidemment les piétons si on avait une terrasse sur le bord d'une rue, par exemple.
Les équipements, le mobilier et les éléments décoratifs de la terrasse ne devraient pas être laissés sur place à l'extérieur pendant la période de l'année où la terrasse n'est pas utilisée. Juste question, évidemment, puis je pense que c'est tout à l'avantage du commerçant de ne pas perdre son mobilier, de ne pas l'abîmer. Mais c'est question aussi qu'il ne soit pas déplacé ou encore vandalisé, etc. Donc, la 9e modification, une nouvelle section 6.4, donc applicable aux bâtiments inventoriés dans l'inventaire du patrimoine bâti Portnevoix et qui sont situés à l'extérieur des secteurs d'application du règlement, est ajoutée au chapitre 6. Donc, c'est en gros la plus grosse modification au règlement. C'est vraiment pour ça qui a amorcé notre réflexion en voulant modifier le règlement sur les PIA. C'est vraiment toute une nouvelle section, encore une fois, qui est créée. Là. Je ne vais peut-être pas toute la lire, là, mais il y a vraiment quelques articles par rapport à ça, mais on vient vraiment tout simplement mentionner que c'est pour favoriser la mise en valeur et la préservation, comme je le disais au départ, des bâtiments ayant une valeur historique et architecturale qui sont importantes sur le territoire de la ville. Et les travaux relatifs à la rénovation, l'agrandissement ou la transformation de ces bâtiments doivent respecter le style architectural du bâtiment, donc pour préserver et conserver, mettre en valeur le patrimoine et les éléments intéressants des bâtiments qui sont situés. Les critères d'évaluation, donc, ce sont essentiellement, comme je l'ai dit au départ, les critères qu'on utilise déjà en lien avec l'espace historique de Les Écureuils. Donc, ce sont des critères très axés sur le patrimoine. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a assujetti l'ensemble des bâtiments patrimoniaux de la ville aux mêmes objectifs et critères que l'ensemble historique des Écureuils. Et c'est mentionné, dans le fond, un petit peu plus loin, comme on le voit au départ dans le tableau. Et dans le tableau que j'ai présenté aussi au départ sur le nombre de bâtiments qui sont maintenant assujettis, qui ne l'étaient pas avant, donc 28 nouveaux bâtiments qui vont être ciblés par ce nouveau chapitre-là. Donc, en plus des critères énoncés à l'article 5.5.3.2, les interventions réalisées sur l'un de ces bâtiments doivent aussi contiennent plutôt des recommandations à l'intérieur de l'inventaire Portnevoix de la MRC, doivent être respectées pour s'assurer finalement qu'on respecte un peu les analyses qui ont été faites par la firme qui a monté cet inventaire-là en 2013. Ensuite, premier paragraphe, dans la section 6.1 qui est modifiée, on vient simplement encore une fois ajouter une mention pour assujettir les bâtiments patrimoniaux, donc ainsi que les travaux envisagés sur un bâtiment d'intérêt patrimonial, tel que décrit à la section 3.4 du présent règlement. Et on ajoute un paragraphe pour prendre en compte cet ajout-là au niveau des bâtiments patrimoniaux. Les modalités applicables aux bâtiments d'intérêt patrimonial s'appliquent aux bâtiments énumérés à l'annexe 2 du présent règlement dans la section du tableau intitulé « Bâtiments situés à l'extérieur des secteurs assujettis au PIA ». C'est le même tableau que je vous ai présenté au départ. C'est simplement qu'il faut mentionner quelques endroits, encore une fois, dans le règlement pour être sûr que le règlement soit cohérent. Et pour terminer, on modifie 2 cartes dans le règlement. Donc, le règlement n'avait pas été amendé depuis son adoption en 2014. Donc, il y avait quelques mises à jour qui devaient être faites. Et en plus, on devait intégrer des nouvelles zones. Donc, on intègre les nouvelles zones C14 et C15, qui sont les zones situées à l'est de la rue Sauvageau, à l'est de la rue Auger. Hein. Donc, au nord du nouveau développement résidentiel Haute-sur-le-Fleuve. Et ces zones-là ont été créées lorsqu'on a développé vers l'est pour le nouveau développement résidentiel et qu'on a exclu du territoire de la zone agricole, donc toute la partie au sud de la route 138 et à l'ouest de la rue Sauvageau. Les cartes n'avaient pas encore été modifiées dans le règlement, donc on vient ajuster ces deux choses-là à l'intérieur de la carte numéro 3 du règlement. Et encore une fois, ici, on modifie les limites de la zone agricole. On voit au nord de la carte que le nouveau développement résidentiel n'est plus en zone verte, mais dans le règlement actuel, avant la modification, la zone verte est encore existante, donc on vient modifier les limites de la zone pour éloigner la zone agricole à l'est de la rue Sauvageau. Donc voilà, ça termine ma présentation. Si vous avez des questions ou des commentaires. Je voulais juste savoir, dans la dernière slide, vous disiez PU, ça veut dire quoi PU? Du périmètre urbain. Pardon? Le périmètre urbain. OK, périmètre urbain. Oui, donc dans le fond, le périmètre urbain, c'est la partie de la ville où on peut développer des fonctions urbaines et l'autre partie, ben, c'est justement la zone agricole. Merci. Est-ce que les 26 nouvelles propriétés là, qui sont ajoutées au PIA ont été avisées, qui en font partie ou ça va suivre? Ça va suivre exactement. Dans le fond, tant que le règlement n'était pas adopté, il n'y avait pas nécessairement de. Tu sais, moi, on n'avait pas l'assurance que le règlement irait de l'avant tant qu'il n'est pas réellement adopté, mais
Nous, on a eu quelques demandes dans le passé pour ça, pour justement, comme je le disais plus tôt dans la présentation, des gens qui voulaient faire des demandes, par exemple, à la MRC ou au gouvernement provincial pour certaines demandes d'aide financière. Et c'était en même temps une façon pour nous de protéger ces bâtiments-là qui ne l'étaient pas du tout, même s'ils étaient dans un inventaire que la MRC a pris le temps d'élaborer. Mais on va tous leur envoyer une lettre lorsque le règlement va être adopté pour leur mentionner que les projets de rénovation, d'agrandissement, réflexion, etc., seront bientôt soumis finalement à un règlement sur les PIA. Merci, M. Filion. Merci à vous. Juste mentionner que ce n'est pas un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Donc, ce soir, le Conseil pourra adopter le règlement, ensuite sera transmis à la MRC, puis pourra être approuvé par la MRC pour finalement entrer en vigueur. Donc, ça complète le règlement numéro 2549. Il y avait, je pense que les gens jusqu'à aujourd'hui, s'il y avait une consultation écrite, puis je pense qu'on n'a pas reçu. On n'a pas eu de commentaires. Alors, on va poursuivre avec la séance au point numéro 5, administration 5.1, demande d'aide financière du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air pour le projet de Pump Track. Considérant que le projet de la Ville de procéder à la construction et l'aménagement d'une Pump Track et de la phase 1 de ce projet est prévu en 2022. Considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, et de l'unité de loisirs des sports de la capitale nationale, l'UNSCN, et du ministère de l'Éducation. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités de ce programme, la résolution que la Ville de Donnacona autorise la présentation du projet de construction et de l'aménagement d'une pump track à l'unité des loisirs et de sport de la capitale nationale et au ministre de l'Éducation du Québec dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et assumer toute hausse de budget de fonctionnement générée par le projet. Et que la Ville de Donnacona désigne Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Je vous donne un proposant. Je propose. S'il y en a qui sont contre. « 5.2. Engagement de la Ville à participer au programme de supplément au loyer pour le projet du 213 rue Notre-Dame. Considérant que le projet de l'Office municipal de l'habitation du Grand Port-Neuf pour l'aménagement de 14 chambres dans le bâtiment situé au 213 rue Notre-Dame, dans le cadre du programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec. Considérant que la résolution numéro 2015-04-123, adoptée par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire le 13 avril 2015, dans laquelle le Conseil municipal s'était engagé à fournir sa contribution au programme pour ce projet qui était alors piloté par l'Office municipal d'habitation de Donnacona. Considérant que la Société d'habitation du Québec requiert le nouvel engagement de la Ville pour ce projet qui est maintenant piloté par l'OMHGP. Considérant que la Ville de Donnacona est toujours disposée à contribuer à ce projet dans le cadre du programme de supplément de loyer de la Société d'habitation du Québec, dans l'éventualité d'un projet répondant aux exigences du programme se réalise. La résolution que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona confirme son accord et son engagement à contribuer au programme de supplément au loyer pour les 14 chambres de l'OMHGP dans le bâtiment situé au 213 rue Notre-Dame et que la Ville s'engage à défaillir 10 du coût supplément au loyer comme le prévoient les modalités du programme pour l'ensemble des logements disponibles. J'en vous ai la proposition. Sylvie Lambert, je propose. S'il y en a qui sont contre.
Alors, 5.3, approbation des règlements généraux du hockey mineur Diablos Donnacona Pont-Rouge. Considérant que les règlements généraux du hockey mineur Diablos de Donnacona Pont-Rouge prévoient qu'à l'article 2.3.2, la contribution financière de chacune des villes au coût annuel d'opération de l'organisme. Considérant qu'il s'avère approprié dans ce contexte que les deux villes participantes approuvent les règlements généraux de l'organisme. La résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona approuve les règlements généraux de l'association du hockey mineur Diablos Donnacona Pont-Rouge. Alors, un proposant. Je propose. C'est l'option contre. « 5.4 demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf pour le projet d'escalier reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Berges. On sent que le projet de la ville d'aménager l'escalier public reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Berges. On sent que la ville souhaite déposer une demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Considérant que la ville a pris connaissance des modalités du programme, la résolution est que la ville de Donnacona dépose le projet intitulé Escalier reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Berges dans le cadre du fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf et demande une contribution financière non remboursable de 15 000 sans que la ville désigne M. Benoît Fillon, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à présenter la demande et à signer tous les documents relatifs au projet. Que la ville s'engage dans le cadre de sa demande de contribuer financièrement au montant de 45 000 mise de fonds du promoteur. Et la ville s'engage à entretenir les équipements après la réalisation du projet et que la ville confirme qu'elle dispose d'une police d'assurance responsabilité couvrant les activités reliées à la réalisation du projet. Je vous la proposons. Je propose. Madame Poulin, si on a son compte. « 5.5. Demande d'aide financière au programme Fonds pour le transport actif d'infrastructure Canada pour le projet d'escalier reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Berges. On sent que la ville, considérant que le projet de la ville de procéder à la construction d'un escalier reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Berges, la ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme Fonds pour le transport actif d'infrastructure Canada, que la ville a pris connaissance des modalités de ce programme. La résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds pour le transport actif Infrastructure Canada pour le projet d'escalier reliant l'avenue Jean-Cartier au Parc des Berges. Que la ville a pris connaissance du guide sur le programme Fonds pour le transport actif et qu'elle s'engage et en respecter toutes les modalités qui s'appliquent. La ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. La ville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles du programme de fonds pour le transport, activités associées à ce projet, y compris tout dépassement de coûts. Et finalement, de mandater M. Benoît Fillon, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, pour compléter et signer au nom de la ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Je vous ai la proposition. Je propose. Je sais pas si ça a son contre. Alors, point numéro 6, législation de prêt. Les 4 prochains points vont être expliqués par Maître Gignac. Alors, 6.1, adoption du règlement numéro V549-01, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro V549, afin d'assujettir au règlement des bâtiments d'intérêt patrimonial et de bonifier les critères d'application aux espaces commerciaux. Donc, suivant la tenue de l'Assemblée publique de consultation de tout à l'heure, lequel M. Fillon a présenté l'ensemble du règlement. Ce soir, c'est l'adoption du règlement V549-01. Il y a eu la tenue de l'Assemblée publique de consultation et la motion qui a été donnée. La séance du 28, le dépôt du projet également, la séance du 28.
Ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro B549-01, modifiant le règlement relatif au plan d'implémentation et d'intégration architecturale numéro B549 afin d'assujettir au règlement des bâtiments d'intérêt patrimonial et de bonifier les critères applicables aux espaces commerciaux. Alors, j'en besoin d'un proposeur. Je propose. C'est l'option contre. Alors, 6.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant la délégation au directeur du service de loisirs, de la culture, de la vie communautaire, du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Ginette. La Ville dispose déjà d'un règlement concernant la délégation au directeur du service de loisirs de procéder à l'embauche de certains postes. Toutefois, le règlement nécessitait une mise à jour, donc il était convenu d'adopter un nouveau règlement concernant la délégation au directeur du service de loisirs de la culture et de la vie communautaire pour pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Comme tout règlement, doit d'abord être précédé d'un avis de motion ou d'un dépôt de projet. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion ou le dépôt de projet. Pour ce règlement-là, qui est le règlement B600. Donc, règlement concernant la délégation au directeur du service de loisirs de la culture et de la vie communautaire pour procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Si, alors j'aurai besoin d'un proposeur pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Je propose. Alors, 6.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant un emprunt afin de financer les dépenses nécessaires à l'établissement des plans et devis du projet de contrôle des ouvrages de surperce, gestion de débordement. Un projet majeur là, qui est à venir en 2024, 2023-2024, donc le contrôle des ouvrages de surveillance, gestion des débordements. Donc, comme c'est un projet important, la Ville juge opportun de procéder là, au financement des dépenses nécessaires au plan des débits. Donc, de procéder à un règlement d'emprunt. Donc, emprunt nécessite un règlement. Donc, comme tout règlement, doit d'abord être procédé dans la motion de début du projet de règlement. Donc, ce soir, c'est l'avis de motion pour le règlement numéro 602 qui est intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de financer les services professionnels nécessaires à l'établissement des plans de débit. Pour le contrôle des ouvrages de surveillance gestion de débordement. Vous avez évidemment le projet de règlement dans vos documents. Alors, je besoin d'un proposeur pour l'avis de motion et les dépôts du projet de règlement. Je propose l'avis de motion et le dépôt du règlement. Ouais. Projet. Je peux peut-être apporter une petite précision. Par contre, en principe, lorsqu'on a un projet, souvent on fait un règlement d'emprunt pour l'ensemble du projet, donc service professionnel, entrepreneur général, donc tout est inclus. Là, cette fois-ci, on va le faire en deux parties. Et la raison, c'est la suivante, c'est que la période de préparation des plans de vie étant tellement longue, on parle de 9 à 12 mois de préparation de plans de vie pour le projet majeur de mise aux normes et augmentation de capacité des états aérés. Donc, étant donné qu'on va évidemment faire quand même beaucoup de dépenses en amont de l'appel d'offres qu'on va faire auprès de l'entrepreneur, donc on y va en deux coups. Donc, le premier règlement d'emprunt, celui-là, pour les services professionnels, et dans un deuxième temps, lorsqu'il viendra le temps, 2023, tard dans l'année pour les travaux, une fois que le soumissionnaire a été retenu, il y aura un deuxième règlement d'emprunt, mais pour la partie des travaux essentiellement. Merci de la précision. Alors, 6.4, fermeture de dossier de la Cour municipale. Le dossier de la Cour municipale de Donnacona pour lequel le poursuivant est la Ville de Donnacona. Donc, deux dossiers, donc les dossiers numéro 806479821 et 806479822. Donc, c'est deux dossiers pour le même défendeur. Le défendeur est décédé. Donc, évidemment, là, les moyens mis à la disposition du percepteur d'amende pour de la suite au jugement rempli dans cette cour n'ont pas pu être appliqués entièrement avec succès. La résolution c'est d'autoriser la fermeture administrative de ces dossiers par le personnel de la Cour municipale de Donnacona. Si, alors, je vais besoin d'un proposeur. Je propose.
Alors, 6.5, adoption du règlement des 600 décrétant le code de déontologie, d'éthique et de déontologie des employés et employés municipaux de la ville de Toronto. Donc, l'aboutissement du processus de mise à jour des codes d'éthique, dans un premier temps, le Conseil va procéder à la modification du code d'éthique de déontologie des élus. Donc, puis est venu celui des employés municipaux. Donc, il y a la loi qui modifie la loi sur les élections et référendum dans la municipalité, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, dont le fameux projet de loi 49 qui prévoyait des modifications à la loi sur l'éthique et à la déontologie en matière municipale qui devaient être intégrées au code d'éthique des employés de l'ensemble des municipalités. Donc, suivant les amendements déjà apportés à ce code, les nouvelles modifications apportées, il s'avérait approprié de le remplacer. Évidemment, les formalités prévues à la loi ont été respectées. Donc, il y a eu l'avis de motion et le projet qui a été déposé le 14 mars, un avis public pour annoncer l'adoption de ce soir. Donc, on en est à la dernière étape, soit l'adoption du règlement, le règlement numéro 600 qui décrète le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Montréal. C'est un proposant. Je propose. C'est juste une consultation écrite auprès des employés. Les employés ont été à faire des commentaires. Pour une période d'une quinzaine de jours, il n'y a pas eu de commentaires dessus. Ensuite, on complète les points numéro 6, point numéro 7, gestion contractuelle. Les 4 prochains points vont être expliqués par le directeur général. Alors, 7.1, octroi du contrat de service professionnel d'ingénierie relatif aux travaux de réfection des infrastructures municipales des avenues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon et de la rue Poigny. Sous le directeur général. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville prévoit procéder en 2023 à la réfection des infrastructures des avenues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon et Royer, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation des plans de vie, ainsi que pour la surveillance des travaux pour le projet. Il y a eu un appel d'offres public qui a été lancé par la Ville, dans lequel on a reçu 7 soumissionnaires. Donc, considérant qu'un des soumissionnaires n'a pas atteint le pointage intérimaire de 70, qui est requis suivant l'évaluation du comité de sélection et qu'en conséquence, son enveloppe de prix n'a pas été ouverte, considérant que le comité de sélection a évalué les offres et que l'évaluation qualitative des offres conjuguées au prix soumis résulte au pointage suivant. Donc, dans les soumissionnaires, il y a eu la firme GBI avec un pointage de 4,76, Pluritech avec un pointage de 5,30, EMS avec 5,84, Tetratech Incorporé avec 5,86, Arpo avec 8,14 et le soumissionnaire qui a obtenu le meilleur pointage est la firme Équipe avec un pointage de 11,11. Donc, considérant que l'entreprise Équipe a obtenu le meilleur pointage après l'évaluation, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel d'ingénierie pour les travaux de réfection des rues que je vous ai nommé tout à l'heure à la firme Équipe, une firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. Le prix soumis par Équipe est de 77 421,35 $, auquel s'ajoutent les taxes applicables, et les conditions du mandat sont plus amplement décrites au devis de demande d'offre de service professionnel préparé par la Ville et à l'offre de service présentée par Équipe. C'est quand je vous ai le proposant. Je propose. L'équipe, c'est ceux qui vont se la jour présentement. Oui, dans la pièce que j'entends. C'est là qu'ils sont contre. Alors, 7.2, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la construction d'un bassin de rétention souterrain dans le parc Jean-Baptiste Matte. Oui, donc, considérant que la Ville prévoit procéder à la construction d'un bassin de rétention souterrain dans le parc Jean-Baptiste Matte en 2023, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation des plans de vie ainsi que la surveillance des travaux pour ce projet, considérant l'appel d'offres public qui a été lancé par la Ville pour ce mandat et que la Ville a reçu 3 offres de services, donc on a reçu 3 soumissionnaires. Considérant que le comité de sélection a évalué les offres et que l'évaluation qualitative des offres conjuguées au prix soumis résulte au pointage suivant pour chacun des soumissionnaires. Donc, la firme Tetratech avec un pointage de 1,85, la firme EMS Infrastructure Incorporée avec un pointage de 2,27 et la firme Pluritech
avec un pointage de 3,02. Donc, considérant que l'entreprise Pluritech a obtenu le meilleur pointage final après évaluation, donc le but de la résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel d'ingénierie pour la construction d'un bassin de rétention souterrain dans le parc Jean-Baptiste à Pluritech, firme ayant obtenu le meilleur pointage après évaluation. Le prix soumis par Pluritech est de 304 547 $ auxquels s'ajoutent les taxes applicables et les conditions de mandat sont plus amplement décrites au devis de demande d'offre de service professionnel préparé par la Ville et à l'offre de service présentée par Pluritech. Merci. Un proposant. Je propose. Son compte. Dans 7.3, octroi du mandat de service professionnel en équipe intégrée, pluridisciplinaire relatif à la construction d'une nouvelle caserne pour le service d'incendie. Donc, considérant que la Ville de Donnacona souhaite procéder à la construction d'une nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie, on en parlait justement tout à l'heure dans la période de questions, considérant que la Ville a déposé une demande d'aide financière au programme Réfection et construction des infrastructures municipales, le programme RECIM du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour ce projet, considérant qu'il est nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel en équipe intégrée pluridisciplinaire pour la réalisation des plans de vie ainsi que la surveillance des travaux pour le projet, considérant l'appel d'offres public qui a été lancé par la Ville pour ce mandat et considérant les offres de services reçues de 3 soumissionnaires. Donc, considérant que le comité de sélection a évalué les offres et que l'évaluation qualitative des offres conjuguées au prix soumis résulte au pointage suivant pour chacun des soumissionnaires. Donc, les architectes Odette Roy et Isabelle Jacques, un pointage de 1,99. Le soumissionnaire CCM2 avec un pointage de 2,18 et le soumissionnaire DG3A avec un pointage de 2,36. Considérant que l'entreprise DG3A a obtenu le meilleur pointage final après évaluation, donc le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel en équipe intégrée pluridisciplinaire relatif à la construction d'une nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie à DG3A, firme ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation. Le prix soumis par DG3A est de 388 900 $ auxquels s'ajoutent les taxes applicables et les conditions du mandat sont plus amplement décrites au début de demande d'offre de services professionnels préparée par la Ville et à l'offre de services présentée par DG3A. Et considérant également que l'octroi de ce mandat est toutefois conditionnel à la confirmation d'une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme RECIM, réponse qu'on attend d'ici fin avril, début mai, selon les informations qu'on reçoit. Et pour votre information, DG3A, c'est eux qui ont fait la caserne de Saint-Laurent. Oui. Alors, je vous donne la proposante. Je propose. Avec son compte. Approbation de directives de changement et de modification de contrats en vertu du règlement de gestion contractuelle, réfection et prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en vertu de l'article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous, donc le projet de réfection et prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau. Le but de la résolution de ce soir, est que le Conseil approuve la modification, la directive de changement du contrat suivant. Donc, c'est la directive C32 relative au délai de transport et à la disposition des matériaux contaminés. Donc, le coût impliqué est de 171 352,61 incluant les taxes. Donc, c'est le but de la résolution de ce soir, d'approuver cette modification. Merci. Alors, je vous donne un proposant. Sylvie Lambert, je propose. Avec son compte. Donc, ceci complète les points numéro 7. Dans le passé, maintenant au point numéro 9, ressources humaines. Les 2 prochains points vont être expliqués par le directeur général, M. Sylvain Germain. Alors, 9.1, imposition de mesures disciplinaires. M. Jean. Merci, M. le maire. Donc, considérant la rencontre en vue de l'imposition d'une mesure disciplinaire du 24 février 2022 tenue en vertu de l'article 28.01b de la Convention collective conclue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Donnacona,
Considérant les faits portés à la connaissance des membres du Conseil le 14 mars 2022 et la recommandation du directeur général, donc le but de la résolution de ce soir est d'autoriser le directeur général à imposer la mesure disciplinaire convenue lors de cette rencontre. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. Qui sont contre? Alors, 9.2, embauche d'une surveillante à l'entrée de la bibliothèque. Oui, donc considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un surveillant à l'entrée de la bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en raison d'un départ, considérant la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de procéder rapidement à une embauche afin de limiter les bris de service. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer l'embauche de Mme Lucie Clich au poste de surveillant à l'entrée de la bibliothèque en date du 18 mars 2022. Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération est de 13,50 $. Merci. Un proposeur. Je propose. Qui sont contre? C'est complété point numéro 9. Mettons point numéro 10. Autre sujet, 10.1. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, considérant la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou trans, et à toutes les autres personnes reconnaissant dans la diversité sexuelle, la pluralité des identités et des expressions de genre. On sent que malgré les récents efforts pour les meilleures inclusions des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. On sent que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation d'émergence dès 2003. Consacre le lieu d'appuyer les efforts de la Fondation d'émergence dans la tenue de cette journée. La résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. J'en donne un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Sylvain Lambert, ça me sont contre. Point 2. Alors, remerciement à Mme Hélène Martel pour son travail à la bibliothèque municipale de Donnacona. Considérant que Mme Martel a annoncé son départ de la ville de Donnacona et considérant que Mme Martel est à l'emploi de la ville depuis 17 ans à la bibliothèque municipale comme préposée et aussi comme surveillante à l'entrée de la bibliothèque. La résolution que le conseil municipal souligne l'implication de Mme Hélène Martel au sein de la bibliothèque municipale et la remercie pour ses 18 années de loyaux services. Je vais vous donner un proposeur. Je propose. Chef. C'est son contre. Alors, 10.3. Autorisation à M. Jean-Claude Léveillé pour représenter la ville de Donnacona à Jarnac dans le cadre du jumelage Donnacona-Jarnac et d'effectuer une dépense à 7 ans. M. le directeur général. Oui, donc, considérant que M. le maire Jean-Claude Léveillé représentera la ville de Donnacona à Jarnac dans le cadre du jumelage Donnacona-Jarnac qui va se dérouler cet été, à l'été 2022, considérant que des dépenses doivent être effectuées pour défrayer en partie les frais de transport et de subsistance relativement à ces activités de représentation. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le conseil municipal autorise M. Jean-Claude Léveillé, maire, à représenter la ville de Donnacona dans le cadre du jumelage Donnacona-Jarnac et d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à rembourser en partie à M. Léveillé les frais de transport et de subsistance relativement à ses activités de représentation sur présentation de pièces justificatives jusqu'à un maximum de 1 500 $. Merci d'ajouter un proposant. Je propose. Les heures sont contre. C'est ça. Point numéro 10, point numéro 11, vous avez répondu à vos questions. Alors, point numéro 12, affaires nouvelles. J'avais félicitations à Mme Métivier et son équipe pour la présentation de l'organisation du 5 à 7 des employés et de la présentation du déjeuner des gens d'affaires.
Et l'animation Et l'animation. aux deux messieurs, Léveillé et Germain, pour les deux événements. C'est bien. C'est préparation. Et M. Pilon. Est-ce qu'il manque des gens? Pour ça, j'avais dit Mme Métivier et l'équipe. Oui. Oui. Ça va, le prochain, c'est une note, je dirais une note d'appréciation pour l'initiative d'un jeune citoyen de Donnacona. J'ai oublié son nom. Maxime Raymond. Maxime Raymond. Pour son idée de récolter des médicaments et pansements pour les personnes assiégées de l'Ukraine. Exactement. Le jeune qui est en secondaire, Il a 13 ans. Je pense qu'il est en secondaire 2. je pense aussi. Maxime Raymond. Et une lettre de félicitations pour les organisateurs de la foire du golf qui s'est déroulée samedi le 26 mars dernier au club de golf de Donnacona. Pour l'unanimité. Alors, maintenant, on peut passer à la levée de la séance. Je vous donne un proposeur de la levée. Le 2.13. OK, dépôt de rapport. Vous avez des rapports du rapport annuel de gestion contractuelle pour l'année 2021 et le dépôt du rapport de vérification de la Commission municipale du Québec. Donc, ce sont deux dépôts uniquement de documents qui sont faits dans le cadre de ces 2 points d'ordre du jour. Je vous donne un proposeur pour la levée de la séance. Je vous propose. M. Fagin. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 22 mars. Merci et bonne soirée.